Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Aujourd'hui, nous sommes à Talent de Femmes. Et oui, Talent de Femmes parle des femmes aujourd'hui qui innovent, qui se démarquent, qui apportent un plus, n'est-ce pas, dans la société. Et sans plus tarder, nous allons recevoir une des femmes qui s'est démarquée, qui a plusieurs casquettes sous sa houlette et qui aujourd'hui nous apporte un peu de son vécu, un peu de son parcours, qui va essayer d'étayer un peu notre journée. Vous savez, il est en train de pleuvoir. Alors, elle va nous amener un peu, apporter un peu de chaleur, un peu de douceur. Et puis, elle va nous parler peut-être de ses opinions face à la société, face à tout ce qui se passe au Cameroun. Et puis, même peut-être même les déboires de Dubaï. Bon, bref, ne bougez pas. On va prendre la première transition. Alors, comme je vous disais d'entrée, aujourd'hui, on va recevoir une femme qui déjà a su faire son chemin, qui aujourd'hui est opératrice économique, écrivaine, et puis peut-être elle a d'autres casquettes qu'elle va nous faire découvrir. Sans plus tarder, nous allons accueillir Madame Nadine Kenge. Bonjour, Madame Nadine. Bonjour. Et bon samedi. Merci. Alors, ravie que vous me recevez. D'accord, c'est le tout plaisir pour nous. Alors, comment s'est passée votre arrivée ici? C'est la question phare qu'on pose souvent. Je suis arrivée ici en taxi. Ouais. Il m'a laissé là-dedans. On dit bonjour à tous les taximans. Hein? Je suis arrivée ici en taxi. Non, honnêtement, c'est vous qui m'avez invitée parce que je pense que vous pensez que mon passage ici est ce qui vous manquait. Vous voyez que ce n'est pas la modestie qui m'étouffe. Hein? Bon, écoute, la modestie n'a jamais tué quelqu'un et puis on a bien besoin d'une Nadine Kenge aujourd'hui sur notre plateau et beaucoup plus pour nos téléspectateurs qui veulent découvrir qui est cette dame, qui veulent la voir, qui veulent s'abreuver de votre connaissance. Bon, bref, parlons un peu de vous. J'ai bien envie de vous définir, mais je ne peux pas le faire parce que je ne vous connais pas réellement. Dites-nous un peu en quelques mots, qui est Nadine Kenge? Alors, Nadine Kenge est camerounaise, vivant au Cameroun, mariée, mère de famille. Dans ma vie de tous les jours, je suis avec les tout petits, dans une école maternelle et primaire. De temps en temps, je joue à, comment on dit ça? J'aime bien le terme qui me semble grandiloquent. À être une opératrice économique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ça fait bien. Et ma passion que j'ai depuis toute jeune, c'est d'écrire. D'écrire. Ce qui fait que, à ce jour, j'ai écrit un roman, Une vie d'étudiant, ça s'appelle, et 2 recueils de poésie. D'accord. À fleur de peau et mélodie. Ça, c'est à titre individuel. Hein. Maintenant, en collectif, j'ai participé à des projets de coécriture. Il y a quelques inédits encore dans les tiroirs. Donc voilà un peu en gros qui est Nadine Kenge. Nadine Kenge et son parcours d'opératrice économique, on va parler de ça parce que c'est vrai que vous ne voulez pas peut-être parler de ça, mais c'est vrai quand même que vous vous lancez dans ce domaine aussi. On va parler du rôle d'écrivain. Aujourd'hui, vous êtes écrivain, vous avez un roman, 2 recueils de poésie, vous avez coécrit un ouvrage collectif. Parlez-nous un peu, pourquoi l'écriture? C'est vrai que on dit souvent, on écrit parce qu'on veut passer un message, parce qu'on veut se libérer, parce qu'on veut peut-être éclairer la société. Pourquoi vous, Nadine, vous écrivez? Je pense que vous avez répondu vous-même à votre question. C'est-à-dire qu'on écrit parce qu'on a des choses à dire, parce que... Ça peut être un exutoire, par exemple. Oui, tout à fait, c'est un exutoire. Ouais. C'est un exutoire. C'est-à-dire que écrire, pour moi, c'est chanter. 2 fois, c'est pleurer. 2 fois, c'est rire. C'est tout ce que je ne peux pas faire, donc je le couche sur un bout de papier. Vraiment toutes mes émotions, de tout, hein, comme je le disais dernièrement à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on n'invente pas le fil à couper le beurre. On parle de la vie de tous les jours, de la nature, d'où vient l'inspiration. Si un cri d'enfant, une voix, une odeur, un souvenir, et puis voilà, on a la muse, et on est en transe, et puis on met ça sur un bout de papier. Est-ce que c'est donné à tout le monde de pouvoir entrer dans ce monde quelque part un peu fermé de la littérature? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que chacun de nous a son talent. Hein. Il faut seulement avoir l'opportunité, le courage, la chance de pouvoir nous exprimer là-dessus. Il y a des gens qui font des choses incroyables. Il y a quelqu'un, il vous peint un tableau, vous vous dites, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Il y a des gens qui vous font des tresses, vous dites, mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui chantent, chacun a vraiment
son talent, son don, Mm. je pense. Oui, aujourd'hui, on parle de l'écriture, de la littérature comme un art. Est-ce que vous êtes d'accord de penser que peut-être l'écriture, la littérature, c'est un art? Absolument, c'est un art. Ouais. Absolument. On ne va pas se lever pour écrire et dire n'importe quoi, sinon tout le monde va crier au scandale. Mm. Comprenez? C'est-à-dire quand vous avez un bon ouvrage, quand vous avez un bon livre, mais c'est un plaisir qui n'a pas de... qu'on ne qualifie pas. C'est de l'art, absolument, c'est de l'art. Mm. Alors, dans votre roman, vous avez parlé de quoi exactement? Alors, Une vie d'étudiant, ça s'appelle... Je l'ai écrit, Odile, tenez-vous bien, quand j'étais à l'université. Donc, il y a un peu longtemps. Mhm. Voilà, je l'ai écrit, j'étais simplement, comment on peut dire ça, spectatrice du spectacle, si je peux me répéter, qui s'offrait à moi, parce qu'à cette époque-là, c'était la seule université qu'on avait. D'accord. Donc, les étudiants venaient, les élèves... On parle de Yaoundé 1, c'est ça? De Yaoundé, c'était Yaoundé. Yaoundé, voilà, d'accord, qui est maintenant d'accord. Yaoundé 1. D'accord. Parce qu'on lui a collé une petite sœur qui est à soi, mais à ce moment-là, c'était un enfant, c'était une fille unique. D'accord. Tout à fait. Donc, les gens venaient, les élèves venaient de partout, des régions éloignées, et venaient se retrouver là. Donc, c'était vraiment un patchwork, chacun venant avec ses émotions, sa façon de faire et tout. Et moi, je regardais ça, et puis j'écrivais, je prenais des petites notes. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est beaucoup d'années après que le livre il est publié, en 2016. C'est beaucoup d'années après qu'il est connu. Oui. Les gens sont intéressés par cet ouvrage, à ma grande surprise agréable. Et ce qui est triste, c'est que ceux qui le lisent regrettent qu'il soit toujours d'actualité. C'est-à-dire que les mots qui sont dénoncés là-dedans sont toujours d'actualité. Et vous parlez de quoi dans le livre réellement? Dans le livre, je parle de la prostitution à l'université, le trafic des notes par les enseignants, les mauvaises conditions de logement des étudiants, etc., etc. Donc c'est un peu ça. Ah donc c'est la problématique que vivent les étudiants durant leur cursus académique. À mon époque, moi je parle de mon époque. Mais parce que c'est toujours présent aujourd'hui. Hein. Je ne peux pas savoir comme je ne suis plus étudiante. Ah d'accord. C'est pour ça que j'ai dit ceux qui le lisent. Parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui viennent aussi de certains étudiants face aux avances des professeurs, face à ceux qui veulent faciliter les notes, face à toutes ces dérives qu'on rencontre, n'est-ce pas, dans les campus. Mais néanmoins, il y a toujours l'éthique, la déontologie qui prône. Alors aujourd'hui, on parle de littérature. Quelles ont été vos influences? J'aime toujours à dire que j'ai été influencée. Est-ce que c'est ça, influencée? J'ai beaucoup lu Exbraya. Ouais, d'accord. Exbraya, parce que ceux qui le lisent savent que c'est un auteur avec beaucoup d'humour. Un humour, on va même dire, truculent. D'accord. Voilà, ça c'est... Et ceux qui me connaissent savent que je ris beaucoup. Je me moque de tout. De moi surtout. On parle de l'autodérision en fait. De l'autodérision. Ah, donc, en lisant Exbraya, depuis mon jeune âge, je me suis dit, ah tiens, c'est-à-dire que vous commencez une histoire et puis vous terminez, vous avez mal aux côtes, quoi. Ça, c'est hors de nos frontières. Maintenant, au Cameroun, j'ai été une admiratrice fervente de Séverin Cécile Abiga. Ah d'accord. Qui avait le même humour. Et à son âme, d'où qu'il se trouve, il doit se dire, regarde, celle-là, c'était mon amie. Ah, salut, c'est vrai, où que tu te trouves. D'accord. Voilà un peu. Alors, que pensez-vous de la littérature négro-africaine? On en a beaucoup parlé dans l'imagerie quelque part un peu conceptuelle de la littérature en Afrique. Oh, je ne vais pas me lancer dans les sentiers qui sont maîtrisés par les professionnels de cet aspect-là. Mais j'ai beaucoup de respect pour Senghor, pour Cheikh Anta Diop, pour tout cela. Et pour revenir de façon plus contemporaine, hein, je salue celle qui fait notre fierté en ce moment, Amal. Je salue Calix Beyala. Et puis je salue beaucoup de jeunes plumes qui devraient être mises en exergue. Hein.
On va penser ici à Marie Bertille. Marie Bertille, qui Voilà. est une boule d'énergie. Salut Marie Bertille. Ouais. Je salue la petite Kelly MG. Je vais citer comme ça, hein, c'est mes filles. Lynn Camide, Ernest Clémence, Adèle Baha. Je salue des petits jeunes aussi, Jocelyn Moulombe, pétri de talent. Il y en a un pour qui j'ai un total respect, Muriel Ndiana. Comme son nom l'indique, c'est pas une fille, c'est un garçon. Ouais. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Vous en avez comme ça, qui malheureusement n'ont pas assez de lumière. Non, mais on voit quand même qu'il y a de la relève parce qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'écrivains. Marie Bertille, justement, moi-même, nous a parlé des Fous du Livre. Est-ce que vous faites partie de l'association des Fous du Livre? Oui, oui, je fais partie de cette association qui est vraiment une association de fous. On va dire de fous. Parce que, comme elle le dit elle-même, hein, et que un avis que nous partageons, il faut vraiment être fou pour s'intéresser aux livres au Cameroun. Parce que ça n'intéresse personne, malheureusement. Quand je dis ça n'intéresse personne, ça veut pas dire que personne. Je veux dire que quand on fait un pourcentage, on se rend compte que s'il y a un bar à côté, ou s'il faut aller fumer de la chicha, l'intérêt va aller plutôt là-bas. Mais nous, on s'accroche à ça et c'est un peu notre rêve. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Oui, aujourd'hui, on parle de littérature africaine, on parle de littérature qui vient de l'Afrique centrale. Mais on a remarqué depuis quelques années que ce sont beaucoup plus les femmes qui se démarquent dans la littérature. Pourquoi ce phénomène, selon vous? Alors, je vais répondre à cela en prenant, il y a un couple de chercheurs, de psychologues, hein, Alan et Barbara Pease, qui ont fait des études assez poussées sur les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Alors, l'une des différences rigolotes qu'ils mettent en avant, c'est que les femmes parlent beaucoup. D'accord. Les femmes parlent beaucoup. Elles ont une faconde qui... c'est-à-dire qu'au matin, s'il faut quantifier ça, la femme se lève, elle a 10 000 mots et l'homme, il en a peut-être 3 000. Vous voyez donc qu'il y a déjà un déphasage qui commence. Il faut qu'elle écoule ces 10 000 mots. Donc, elle va vous parler de tout. Elle va parler du bébé qui pleure, elle va vous parler de la voisine, elle va vous parler du poisson, elle va vous parler de tout. Pour dire que les femmes ont quand même beaucoup de choses à dire. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien à dire, elles ont beaucoup de choses. Non, c'est pas, on va pas parler du concept parler pour ne rien dire. Mais néanmoins, les femmes s'expriment mieux. Mais avant, il n'y avait pas ce phénomène. On voyait plus de femmes dans la littérature. Mais aujourd'hui, on voit plus de femmes dans la littérature. Bon, je veux dire beaucoup plus en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ce phénomène? C'est ce que je veux savoir. On a Ken Bougoul, il y en a plein qui se démarquent. Oui, peut-être que de plus en plus aussi les femmes prennent conscience de leurs valeurs aussi. Hein. Elles sont mises en confiance, elles sont accompagnées, elles savent qu'elles peuvent. Et c'est l'occasion pour moi ici de dire aux femmes, aux filles qu'il faut croire en soi. Il faut croire en vous les filles, il faut croire en vous les femmes. C'est-à-dire que quand une femme fait quelque chose, elle y apporte la touche maternelle, ce qui fait que c'est fait. D'ailleurs, même quand vous regardez le management des femmes, sans être féministe, il est meilleur. D'accord. Il est meilleur. Bah, c'est pas tout le monde qui peut-être sera de votre avis parce qu'on voit Moi, je le dans pense. d'autres pays occidentaux, on ne veut pas voir des femmes briguer le poste de président de la République, par exemple. À tort. Ouais. Là, il y a une question qui arrive. Madame Kenge, quelle est la source de votre inspiration? C'est un message de Monsieur Robert Atangnak, qui vous connaît bien. Alors, Robert, salut. Alors, la source de l'inspiration pour parler du roman, je l'ai dit tout à l'heure, c'est relater l'ambiance qui a guidé mes pas pendant tout mon séjour sur la colline du savoir. C'est comme ça qu'on appelle Ngwakele. Bon, maintenant, les recueils de poésie, c'est la poésie de tous les jours, hein, de l'amour, la nature, la mélancolie, la joie, la tristesse, etc., etc. En ce moment, nous sommes avec un autre collège de poètes et écrivains. Nous sommes sur un projet sur comment consoler en temps de guerre. C'est-à-dire, c'est notre modeste contribution à la tragédie qui se déroule en ce moment au nord-ouest et au sud-ouest. C'est-à-dire que, pas de manière politicienne, hein, non, c'est pas à nous de faire ça, mais de passer un peu la main sur la peine des militaires. Vous voyez, pour ces gens-là, pour que nous, on puisse dormir en paix,
Ils ont sacrifié leur vie et leur temps. C'est une façon à nous de mettre un peu de baume sur la peine de leurs épouses, les compagnes de militaires, ces femmes à part, comment elles font. C'est pour mettre un peu de baume sur la douleur des enfants qui se retrouvent parfois sans père parce que les leurs sont restés là-bas au champ de guerre. Donc voilà notre modeste contribution. On a comme ça des projets. On en a fait un dernièrement, c'était sur l'amour, justement avec sous l'égide de Marie-Bertille Mauem. Le titre c'était Et si je t'aime. Et si je t'aime. Parce que nous autres, nous croyons beaucoup à l'amour. Moi, j'aime à le dire, j'ai pas honte de le dire. Je suis une amoureuse de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est-à-dire poser sur l'autre un regard de bienveillance. Pas l'amour forcément idyllique et tout ça, mais l'amour. C'est-à-dire poser sur le voisin, sur le malade, sur l'inconnu. Et si on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, je pense qu'on n'aurait pas de nausées, on n'aurait pas la guerre au Koweït, on n'aurait pas toutes ces horreurs-là, on n'aurait pas les viols, on n'aurait pas l'amour. Moi, je pense que c'est ça qui restera. Ah, c'est l'amour qui restera, car c'est l'amour qui nous guide. On dit souvent l'amour est plus fort que la haine. Absolument. Alors, on va lire un message. Madame Nadine, auparavant, comment vous avez fait pour apprendre votre métier? Parce que je sais que ça n'a pas été facile. Le message n'a pas été signé. Ah oui, c'est Youssoufa. Alors, je ne sais pas très bien de quel métier il parle, parce que comme je suis là sous plusieurs casquettes. Bon, peut-être il parle de métier d'écrivain, vu le que métier c'est avec ça qu'on a d'accord. commencé. Alors, on commence par quoi? On commence d'abord par affronter la page blanche, la feuille blanche c'est elle notre premier ennemi. Donc, il ne faut pas penser que du premier coup, on va écrire des choses extraordinaires. Non, on y met son émotion, on y met ses pensées. On ne cherche pas à savoir est-ce que c'est écrit dans un bon français qui n'est même pas déjà notre patois. On met ça et puis maintenant on le soumet parce qu'il faut accepter d'être critiqué. On le soumet à des gens dont le boulot c'est ça. De faire la critique, non, c'est pas bien écrit, tu aurais dû le dire comme ça. Et là, il y a de la répétition, etc., etc. C'est un exercice. C'est un exercice. Alors, et à force d'exercer, on dit c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, à force d'exercer, on met la forme sur le fond qu'on a. Parce que le fond, on l'a. C'est parce qu'on a des choses à dire qu'on a ce fond-là. Maintenant, comment présenter ça? Ça, c'est l'emballage. Vous allez donc voir ce qui vous aide là-dedans, des critiques littéraires, des relecteurs, etc., etc. Et surtout être ouvert à la critique. Oui, c'est vrai qu'en littérature, il y a beaucoup de critiques aujourd'hui, mais il y a peut-être ceux qui ne comprennent pas une certaine littérature, parce que certains vous diront, j'ai vu un livre de 400, 600 pages, est-ce que c'est possible que je puisse accéder à ce livre ou bien le lire, qu'il soit passionnant? C'est vrai qu'il y a plusieurs genres littéraires, il y a plusieurs courants littéraires. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la littérature peut réellement intéresser la jeunesse? Absolument, Odile. Absolument. J'en veux pour preuve encore les rencontres que nous faisons ces derniers temps. Il faut venir par exemple au pôle des arts littéraires. Vous allez voir les jeunes qui y défilent, chacun avec un manuscrit sous le bras. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on se retrouve, si on a, je vais dire un chiffre comme ça, totalement insensé, si on a 300 personnes, vous avez 150 jeunes là-dedans, qui sont avides, faut pas dire que la jeunesse elle est complètement pourrie. Non, faut pas dire ça. Il y a des gens là-dedans parce que les petites cellules grises, c'est le bon Dieu qui les crée, hein. Et les passions que les gens ont, c'est pas au coin de la rue qu'on les rend. Non, les jeunes, c'est bon. Il y a de la littérature, il y a de l'avenir pour les jeunes là-dedans, je pense. Peut-être c'est pas seulement pour les passionnés. Est-ce que vous pensez que le Camerounais lambda peut dire, voilà, je vais dans une bibliothèque, je vais m'acheter un livre même à 5 000, 10 000 aujourd'hui? Oh, même vous avez dit le Camerounais lambda. Le Camerounais lambda a beaucoup de soucis, hein. Le Camerounais lambda, s'il a 5 000 francs, c'est pas dans un livre qu'il va aller mettre ça, je suis désolée. Il va d'abord savoir si à la maison, s'il a son gaz, si son enfant a pu avoir quelque chose pour aller à l'école. Je sais pas. Donc maintenant, il faut créer, il faut susciter ça, il faut dans les établissements scolaires avoir des librairies à la maison,
laissé un peu la télé. Oui. Le téléphone est venu tout déglinguer aussi. Donc, L'avènement des réseaux sociaux, voilà, ça c'est bon comme c'est mauvais côté. Alors, tout à l'heure, on va parler maintenant, on va toujours continuer dans le domaine de la littérature, on va parler des maisons d'édition. Alors, où êtes-vous? Vous êtes fait éditer où, par exemple? alors, une vie d'étudiant, Ouais. Mélodie, À fleur de peau ont été édités chez le même éditeur, chez Proximité. Proximité, d'accord. Proximité, Oui, dont le promoteur est mon ami. J'ai d'accord. beaucoup d'amis. Bon, ce sont des affinités ou bien c'est quoi? Non, 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 je suis allée là-bas, une inconnue. Hein. J'ai vu ses coordonnées quelque part. J'avais mon manuscrit qui avait déjà couleur de mon vêtement. C'est-à-dire, il était tellement resté dans le tiroir qu'il est plus vieux que Mathusalem. Donc, j'ai pris ce manuscrit poussiéreux là. Et je suis allée à l'adresse que j'avais prise quelque part. Et je suis tombée sur un monsieur d'une correction, d'une humilité, d'une sobriété, d'une noblesse, qui s'appelle François Kémé, que je salue. C'est après qu'il est devenu mon ami. D'accord. Il y a un autre message qui arrive. Comment ont été vos débuts, faciles ou difficiles? Dans l'écriture, Oui, dans l'écriture, vu qu'on est là-dessus. j'ai écrit mon livre, je l'ai gardé longtemps parce que je sors de l'université et puis je passe à autre chose. Le livre, il est resté là. Et puis après, avec Séverin Cécile Abiga, paix à son âme, j'allais lui présenter ce que j'écrivais en poésie et tout ça. Il m'a dit, attends, je vais te donner une adresse, c'est bon les textes, mais il faut que tu ailles voir quelqu'un qui peut te mettre ça vraiment sur le marché. Et c'est lui qui m'a envoyé chez François Kémé, avec qui j'ai jamais eu aucun problème. Hein. Dès que je suis toujours un peu ahurie quand j'entends les plaintes qui se passent entre auteurs et éditeurs. Je me dis que je dois être née avec une cuillère d'or dans la bouche. Ou une étoile chanceuse. Je pense, une étoile avec cette couleur-là, peut-être une étoile, et puis je suis tombée sur la bonne personne. Donc, j'ai pas eu de souci avec François. J'ai pas de souci avec lui. D'accord. Maintenant, je suis aussi avec Marie-Bertille Mawem, qui est, comme vous la voyez, Ouais. Parfois il faut lui dire stop, 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 sinon elle vous amène, elle vous surlive jusqu'au ciel, elle. Hein. D'accord, oui, elle est très active. Allez, on va lire notre message. Bonjour le panel. Salut madame qui est une grande femme, femme de cœur, enseignante de vie. Je l'encourage. J'ai eu à la lire La vie d'un étudiant. Merci et beaucoup de courage dans ta nouvelle casquette. Delphès Suzanne de Leboudji. Ah, merci. C'est pas très loin de mon quartier, ça. D'accord, d'accord. Vous la connaissez déjà la dame? Non, 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 mais le quartier n'est pas très très loin du mien. Moi, j'habite au D'accord. Yomava. Bon, écoutez, elle vous souhaite bonne chance et puis elle vous dit, voilà, elle vous donne beaucoup de recommandations. Bon, tout à l'heure, on parlait de maisons d'édition. C'est vrai qu'au Cameroun, on se dit, il y a des maisons d'édition, certes, mais il y a des maisons d'édition qui demandent de s'éditer à compte d'auteur. Ça veut dire quoi? Vous devez aussi participer pour que votre livre soit édité. Il y a des Absolument. auteurs qui m'ont parlé de donner des sommes astronomiques qui peut-être n'est pas à leur portée. Oui, il faut bien comprendre que à la décharge de l'éditeur, hein, à la décharge de l'éditeur, Ouais. l'éditeur c'est un homme d'affaires, hein, c'est du business. C'est-à-dire, il va pas faire ça pour vos beaux yeux, quand bien même ils seraient beaux comme ceux de la marquise. Il fait son business, c'est son affaire, c'est son commerce, c'est de ça qu'il vit. Oui. Donc, vous apportez votre livre pour qu'il l'édite, lui, de façon pleine. Il faut déjà qu'il soit sûr que le manuscrit il est bon. Il faut qu'il soit sûr qu'il va pouvoir tomber sur ses pieds, etc., etc. Ça, c'est un risque qu'il prend. Oui. C'est un risque qu'il prend. Et quand on sait combien les Camerounais lisent, pour ne pas dire le contraire, D'accord. donc il dit, voilà, vous avez votre manuscrit, moi je vais vous donner un ISBN, mais vous allez le payer. Vous allez payer les frais pour que le livre sorte du papier écrit à la main là, Oui. ou de la clé USB, et qu'il soit vraiment le bouquin. Alors ça coûte ce que ça coûte, malheureusement. Ça coûte ce que ça coûte. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas beaucoup de moyens en tant qu'auteur? Au lieu de payer, au lieu de débourser, parce que c'est une fortune,
800 000 francs, 500 000 francs, 600 000 Des francs. fois même le million. Hein. 1 million de francs en Ouais. fonction du nombre de pages, etc., etc., etc. Sans même être sûr que on va retomber sur nos pattes. Donc, on peut en éditer moins, peut-être 50, 100. Ouais. Faire une bonne communication là-dessus, vraiment tam-tamer dessus, c'est une expression que j'aime bien utiliser, tam-tamer dessus, parce que sans communication, on ne vous connaît pas, on ne sait pas, vous aurez beau avoir écrit un diamant brut, mais s'il est sous le tiroir, Caché, personne ouais. ne le verra, donc on tam-tame dessus, on fait de la pub dessus, et ça aussi, ça a un coût. Parce que si tout le monde vient sur le plateau d'Odile sans rien payer, je pense que vous allez mettre la clé sous le paillasson et vous irez manger du sisongo là dehors, ce qui n'est pas non plus ce qu'on vous souhaite. Donc, on produit peu, on fait beaucoup de com dessus, on essaye de vendre ça pour pouvoir rééditer après. Parce que demander effectivement à un jeune, ou même à un moins jeune, de sortir 1 million de francs, 800 000 francs, c'est énorme. Oui, parce qu'au Cameroun, quand même, les maisons d'édition sont toujours à compte d'auteur. Pourtant, en Occident, notamment en France, on a de grandes maisons d'édition qu'on ne va pas citer ici, qui, avant de produire un ouvrage qui a été accepté déjà par la maison d'édition, vous avez un acompte qui vous est donné, qui vous est versé. Vous avez bien dit la France, je ne sais pas si vous comparez des choses de même espèce. Là. Nous sommes un pays où on a du mal à nettoyer nos propres ordures ménagères. Vous voyez ? Vous voyez à quel niveau on se trouve. Donc, allez comparer nos petites maisons d'édition à celle de la France. Je ne sais pas si c'est la bonne unité de mesure que nous avons. D'accord, on espère que ça va fonctionner. Alors aujourd'hui, on parle aussi, j'aime bien parler de ça, d'agents littéraires. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire d'en avoir au Cameroun? Je ne sais pas, vous me posez une colle, honnêtement. Vous me posez une colle. Parce que Parce que vous avez parlé de communication. Un agent littéraire, c'est lui qui s'en occupe. Il s'occupe de signer le contrat, trouver des partenaires. Voilà, oui, c'est ça le rôle. Oui, c'est-à-dire que il faudrait aussi... Il ne le fait pas pour nos beaux yeux, hein, l'agent littéraire. Oui. Il faudrait toujours aussi qu'il y ait... C'est une question d'argent, malheureusement. Ça tourne autour. Mais je pense que effectivement, si l'agent littéraire, il a bien fait son boulot, s'il y a eu une bonne communication, si le livre a été acheté, et que si tout ce monde est honnête dans la répartition des bénéfices, il ne devrait pas avoir de soucis. Ok, d'accord. On espère qu'on va trouver des agents littéraires au Cameroun. C'est un peu difficile d'en avoir parce que c'est bien beaucoup plus, comme vous l'avez dit, dans les pays un peu développés et où la littérature est réellement un commerce, une industrie carrément. Parce qu'on l'a vu en Angleterre, aux États-Unis, par exemple, c'est une industrie, la littérature. Oui, c'est des pays où on a déjà résolu les problèmes de base. Hein. Nous, ici encore, on a des problèmes de... Les gens ont faim ici. Hein. Si j'ai 5 000 francs dans ma besace, je ne vais pas aller acheter un livre, il ne faut pas rêver. Oui. Je vais m'assurer que j'ai du folon à la maison pour mes gamins, que j'ai de quoi prendre un taxi pour aller me battre là-bas. Ce n'est pas le livre que je vais aller acheter, malheureusement. Malheureusement. Ok, on va prendre un message. Bonjour, je suis ravie de cette brave dame que j'admire car pour moi c'est un véritable modèle dans tous les aspects de la vie. À travers elle, j'ai beaucoup appris. Toutes mes félicitations madame, vous êtes une brave dame, un modèle à suivre. Carole Bokolo, son anciennante. Ah, là je suis émue. Bonjour Carole. Bonjour maîtresse Carole, parce que c'est comme ça que nous l'appelons. En effet, à l'école, là où on est avec les enfants, dit que c'est une école maternelle et primaire. Elle fait partie de cette brave équipe-là qui m'accompagne au quotidien. Et avec votre permission, je vais leur faire un coucou ici. Je vais dire bonjour maîtresse Carole, maîtresse Rosine, maîtresse Véronique, maîtresse Mathilde. Bonjour à la matriarche Isabelle, maîtresse Patience, maîtresse Karine, Tata Lily. Vous entendez le vocable, hein? Nous sommes avec les petits Tata Lily, maîtresse Blessing, dans cette basse-cour-là pour nous aider à encadrer nos poussins. On a aussi des coqs. Bonjour à Monsieur Elundou, le patriarche de cette basse-cour, Monsieur Onana, l'homme à tout faire, et Monsieur Bondo, notre petit dernier.
J'espère que je Oui, n'ai on oublié va personne. arriver dans le domaine de l'enseignement tout à l'heure, mais nous sommes encore dans la littérature. Alors, on parle d'auteurs aujourd'hui. On sait que vous êtes auteur. Vous avez tout à l'heure, vous avez parlé des auteurs bien connus dont vous êtes fiers. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs africains qui vous ont intéressé, qui vous ont un peu marqué, chez qui peut-être vous avez eu cette inspiration de vouloir faire comme eux, Sembène Ousmane, Ampateba, tous ces artistes qui ont quand même fait parler de la littérature africaine, Chinua Achebe. Oui, il faut dire que tous les noms que vous citez là, ce sont des noms que nous avons côtoyés. Mais là, quand on était sur les bancs, vous voyez, quand on est au lycée, et c'est des noms qui nous apparaissaient un peu comme des croque-mitaines parce que on avait des cols là-dessus. Il fallait faire un commentaire de texte, il fallait faire une étude. C'était des noms, c'était un peu rébarbatif. C'était un peu rébarbatif. C'est après que on prend de la distance et on essaye de les lire avec tout l'émerveillement qu'on leur doit. Oui. Donc pour moi, ce sont des grands. En ce moment, j'ai l'honneur de côtoyer, parce que je vais tout le temps au pôle des arts littéraires, là, dans le cadre au ministère des Arts et de la Culture. Oui, au ministère des Arts et de la Culture, rencontrer la coordonnatrice, l'une des coordonnatrices, parce qu'il y en a deux, et l'occasion m'a été donnée de rencontrer ce personnage-là qui pour moi n'existait que dans les livres, l'auteur de Père Inconnu, Pabé Mongo, que je salue. C'est le président de l'APEC déjà, l'Association nationale des poètes écrivains du Cameroun. Tout à fait, que je salue ici. Vous voyez, donc quand vous côtoyez des icônes comme ça, ça vous laisse quelque chose d'indélébile. Ça vous laisse quelque chose d'indélébile. Alors pour moi, il fait partie de ces grands noms. Cheikh Anta Diop, Sembène Ousmane, Pabé Mongo, Senghor. On va ajouter Djali Amal aussi, hein, déjà. Non, elle fait partie de. Nous la surlivons, quoi. C'est notre mot. Non, c'est elle qui nous a surlivé. Qui a été récemment l'auteur de France la plus lue de France de 2021. Oui, c'est une fierté, une fierté incommensurable. Hein. Il faut dire que le Cameroun. Actuellement, elle participe à plusieurs salons du livre en France. Oui, elle est traduite en plusieurs langues et tout ça. Et elle a été publiée par mon éditeur aussi, par France Sankemé. À proximité, donc, c'est nous, hein, c'est cette maison d'édition-là qui est faiseur de prix Goncourt. Qui est faiseur, justement. Non, faiseur de prix Goncourt. Ça, il faut le. Ah, ben, on attend le vôtre, hein. Il faut le signer. Alors, on va lire je suis en chemin, là. Bonjour à vous. Très intéressant, votre émission. Je découvre Madame Kenge. Madame, s'il vous plaît, comment faire pour être membre de l'association Les Fous du Livre? C'est Raïssa depuis Ahala. Alors, venir au musée national, c'est-à-dire à l'ancien palais présidentiel, tout simplement. Tout simplement, il y a une galerie des pôles, hein, une galerie là, et puis se renseigner et aller vers le pôle des arts littéraires. On lui donnera toutes les informations qu'il faut. Aujourd'hui, avec votre passage, il y a beaucoup d'auteurs qui ont envie de se sortir des boisseaux et puis de venir s'affirmer. Alors, je vais applaudir pour moi-même. D'accord. Ok. Alors, comment conciliez-vous vie de famille et vie professionnelle? Les enfants ont grandi, donc ils n'ont plus besoin d'être maternés. D'accord? Et puis, il y a des oreilles, il y a un temps pour toutes choses. Hein. Et pour répondre à cette question, je vais reprendre à nouveau mon fameux couple, Alan et Barbara Pease, qui disent que la femme, c'est-à-dire vous et moi. C'est quoi, le couple de psychologues? Oui, le psychologue. La femme a un cerveau multitâche. Oui. L'homme a le sien qui est monotâche. Alors la femme, elle peut en même temps faire des choses, hein, c'est-à-dire en même temps qu'elle a sa casserole là au feu, elle surveille le petit qui fait ses devoirs, elle jette un coup d'œil sur l'émission d'Odile qui est en train de passer, elle répond au téléphone. Ça, c'est la femme. Donc on a une capacité à nous déployer qui est incroyable. Donc quand une femme veut vraiment, comment je peux dire, manager tout ça, elle y arrive. Quand on veut, on peut. D'accord. Quand on veut, on peut. Il y a des horaires pour tout. C'est-à-dire, quand je suis à l'école, là-bas, c'est la maîtresse, des tout petits et tout ça. Quand je rentre à la maison, c'est l'épouse, c'est la maman. Quand je me réfugie dans mon petit coin, là, pour écrire, c'est l'écrivaine. Il y a vraiment un timing, c'est bien
Le puzzle, il est... Ah, il c'est est- bien il est- codifié, en C'est fait. bien codifié, tout à fait. D'accord. On va prendre notre message. Ça n'arrête pas d'arriver. Hein. Salut à vous sur le plateau. Merci beaucoup pour l'émission, car je suis très émue. J'aimerais demander à notre auteur si elle pense vraiment que la littérature, le livre, peut changer la situation à laquelle est soumise le Cameroun, notamment la colonisation. C'est Yves Francis depuis Campo. Je vais commencer par le dernier mot, la colonisation. Ouais. La colonisation. Ça fait combien de temps que nous disons que nous sommes indépendants? Ça fait beaucoup de temps. Ouais. D'accord. Donc c'est en nous-mêmes que c'est de nous-mêmes que la liberté devrait venir. Ouais. Parce que c'est bien facile de dire les Blancs, ils nous ont fait ceci. Mais c'est passé ça. Ouais. C'est terminé. C'est terminé. C'est-à-dire, ils nous ont fait ceci, soit. Alors, pour moi, la colonisation, c'est un peu cette image là des gens qui vous lancent des cailloux. À vous de savoir ce que vous faites de ces cailloux-là. Vous pouvez décider d'en faire les fondations d'un bel immeuble. Ouais. Vous pouvez décider d'en faire un mur qui vous met à l'abri des autres cailloux. Vous pouvez aussi décider de rester là à pleurer toutes les larmes de votre corps. D'accord. Donc, on peut écrire. Écrire, pour nous, c'est... dénoncer toutes ces choses-là. Il est temps que ça change. Il est temps qu'on sorte de cette pleurnicherie qui ne cesse pas, qui arrête. On nous a colonisés. Oui, and so what? Il faut avancer. D'accord. Donc vous êtes pour un processus d'évolution, on va en avance. Absolument. On ne passe pas, on ne vit pas sur le passé, quoi. Absolument. Ce qui est encore paradoxal, c'est que on se plaint d'avoir été colonisé, mais on fait tout. On vendrait père et mère pour aller chez Dieu là-bas, Ouais, chez les Occident. colons. Ouais. Finalement, quel est le Oui, on a projet? justement Qu'est-ce qu'on ne des comprend âmes pas? camerounaises même qui décèdent il y a quelques jours, déjà quelques semaines. Des Camerounais sont morts au bord de la Tunisie, à bord d'un bateau. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce qu'on est formaté? Mais peut-être on veut la vie meilleure qu'on voit peut-être dans les réseaux sociaux et peut-être le rêve que certaines personnes vendent de l'Occident, des États-Unis. Vous avez dit le rêve. Vous avez dit le rêve. Il faut travailler. Oui. Il faut bosser. Il ne faut pas avoir peur de mettre ses mains dans la boue. À partir du moment où c'est un travail honnête, dont vous pouvez être fier, vous pouvez vous regarder dans la glace. Vous pouvez regarder vos enfants sans avoir à rougir. Enfin, rougir, c'est une expression. Il faut travailler. Faut pas... Moi, je ne crois pas à cet Eldorado d'ailleurs. Hein? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans ces contrées-là, il n'y a pas de pauvres là-bas. C'est-à-dire ils attendent nos contingents de pauvres qui vont arriver là-bas et ramasser l'argent qui tombe des arbres. Je ne sais pas. Je sais pas. Il faut qu'on arrête de croire ça. C'est du grand n'importe quoi. Franchement. C'est du grand n'importe quoi. Parole de Madame Nadine. Alors, on va lire notre message. Bonjour, je voudrais savoir qui est réellement la coordinatrice de l'association des fous du livre. Et en passant, l'émission est intéressante. Le message n'a pas été signé. Bon, la coordonnatrice, c'est... La coordonnatrice de la présidente, de la responsable de l'association des fous du livre s'appelle Marie-Bertie Mawem. Voilà. Elle est en même temps coordonnatrice, l'une des coordonnatrices du pôle des arts littéraires. Oui, il faudrait peut-être qu'il passe déjà au pôle des arts pour avoir toutes les informations au ministère des Arts et de la Culture, c'est ça? Absolument. Et voilà. Quand vous leur dites l'ancien palais présidentiel, c'est plus clair dans l'esprit des gens. Parce que le musée national, on ne voit pas trop. Pôle des arts littéraires, on ne voit pas trop. Vous leur dites vraiment à l'esplanade, dans les jardins de l'ancien palais présidentiel. Ils entrent là. Et puis, ils se renseignent. Et puis ils se renseignent, tout simplement. Alors aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'art, on parlait de l'art, de la culture. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Cameroun a peut-être déjà atteint ce que certains artistes demandent, avoir un statut? Vous pouvez reprendre la question? Je sais pas. Bon, est-ce que le statut de l'artiste est valorisé au Cameroun, simplement? Oui et non. Oui et non, parce qu'on a de bons artistes. On en a de très bons qui vivent de leur métier. Mais on a une tranche, quand je parle d'artistes, c'est vraiment tout confondu. Hein. On a une autre tranche là qui chante des choses, qui écrit des choses, qui vraiment ne nous honore pas. Ne nous honore pas. Alors, est-ce que ceux-là
on doit leur dérouler le tapis rouge, je ne sais pas. Mais le Cameroun, c'est un vivier extraordinaire de talents purs. Moi, je suis fière d'être camerounaise. Malgré la poubelle qui barre la voie quand je dois sortir de chez moi, je suis fière d'être camerounaise. D'accord. On voit votre fierté déjà sur le plateau. Alors aujourd'hui, on parle toujours d'ouvrages, on en est toujours là. Aujourd'hui, il y a certains ouvrages qui peuvent être adaptés en film. Est-ce que aujourd'hui vous pensez que c'est réellement de faire avancer peut-être le cinéma et la littérature au même titre que justement d'autres productions Oui, industrielles? Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des scénarios, mais la plupart des romans sont adaptés en film et ça commence déjà à arriver en Afrique. Oui, ça a même pris beaucoup de temps avant d'arriver en Afrique. Il faudrait que ça arrive un peu plus, que ça aille un peu plus vite. Il y a notre frère Jean-Pierre Bocolo qui est dans cette mouvance, qui est dans cette mouvance-là. Et ce serait bien parce que comme la lecture, comme lire c'est difficile, on n'a pas pris l'habitude, on aime bien la télé. Peut-être que si on met beaucoup de livres sous forme de films, les gens vont s'intéresser. Moi, je voudrais bien qu'une vie d'étudiant soit projetée. Hein. Oui. Ouais, vous avez proposé déjà à Jean-Pierre Bocolo? Pas encore, et s'il me regarde là, bonjour Jean-Pierre, j'arrive bientôt te présenter le meilleur livre mondial du monde entier global, une vie d'étudiant. Alors, on va prendre notre message. Bonjour le panel, Madame Kenge Nadjine, une dame brave, courageuse, maternelle et surtout déterminée dans ses ambitions. Tout mon soutien et mes encouragements dans cette belle aventure qui vous honore davantage car vous êtes un exemple à suivre. Monsieur Len Le Boudi. C'est gentil ça. Voilà, il vous connaît peut-être certainement et il suit peut-être vos activités. Alors on va parler toujours aujourd'hui aussi de votre côté. Vous avez une école maternelle d'éducation aujourd'hui, primaire. École primaire, d'accord. Ça se passe donc comment avec la jeunesse? Pourquoi avoir ouvert cette école primaire? Ça se passe comment exactement? Alors ceux qui me connaissent bien vous diront que moi je suis fan des enfants. Je les adore. Les enfants, les tout petits, je trouve que ce sont des petites créatures magiques. J'ai beau savoir scientifiquement comment ça se fait, mais je suis toujours émerveillée de voir que, après une rencontre entre un homme et une femme, c'est-à-dire deux personnes, après ils deviennent 3, 4, parce que la magie de la nature a opéré et on a un mini soit une fillette, soit un garçon. Moi, j'adore les enfants. Et ça a toujours été mon rêve d'avoir une structure comme celle-là. Et il n'y a pas de prix, il n'y a pas de... La joie que ces petits-enfants nous procurent quand ils sont formatés entre nos mains et quand ils s'en vont, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Moi, j'ai une fierté... incommensurable quand on m'amène un tout petit, 2 ans, 3 ans, et qu'après il me dit au revoir nanti d'un cep, parce que nous l'aurons accompagné, nous l'aurons encadré. Ça n'a pas de prix, hein. Je dis même que les frais de scolarité qu'on paye pour ces enfants-là, c'est juste, c'est vraiment à titre forfaitaire. Je vais prendre un exemple. Hein. Disons, vous avez une scolarité d'un enfant à 100 000 francs l'année. D'accord? Les frais d'école 100 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant-là, vous l'avez pendant 10 mois. On va dire comme ça pour que je ne suis pas une férue de mathématiques, pour que le calcul soit plus facile. Donc 10 mois. Il vous a donné 100 000 francs. Vous êtes avec moi, Odile? Bien sûr, je suis avec vous. D'accord. Donc il vous a donné 100 000 francs. Ça veut dire que, grosso modo, il vous a donné 10 000 francs le mois. 10 000 francs le mois. C'est-à-dire un enfant que vous accueillez dès 7h ou 7h jusqu'à 15h, tous les jours de la semaine, à qui vous apprenez la socialité. C'est-à-dire que c'est un matériau brut qui vient de la maison, qu'on vous apporte, que vous taillez, que vous sculptez et que vous rendez aux parents sous forme d'un beau vase. C'est une expression que j'aime bien. Un beau vase, que j'ai emprunté à Nathanaël, qui a fait un poème magnifique là-dessus. Qui est Nathanaël? Un slammer, un poète. Il a dit que si les enseignants du primaire
n'avaient pas de nom, si les anges n'avaient pas de nom, on les appellerait enseignants du primaire. Ça veut dire que nous faisons un travail qui n'a pas de prix. Il faut être un peu fou. Il faut avoir la passion de ça. Oui, on va pas peut-être essayer de continuer sans parler des dérives qu'il y a aujourd'hui dans nos écoles. Là, il y a quelques jours déjà, il y a un jeune homme qui a poignardé son camarade de classe. Aujourd'hui, on voit des jeunes enfants qui viennent avec des armes blanches à l'école. On voit des jeunes enfants qui menacent leurs professeurs. On voit des jeunes enfants qui ne veulent plus s'adonner à une éducation. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette déferlante qui continue justement de sévir dans nos écoles, dans nos établissements même secondaires et peut-être même universitaires? Quand j'entends ces choses-là, j'ai envie de pleurer. Ouais. J'ai envie de pleurer parce que je me demande ce qui s'est passé. À quel moment mais les dieux sont tombés sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs raisons, je pense, mais je ne suis pas sûre de pouvoir les décrypter ici. On n'a que nos yeux pour constater ça. Chaque jour. À quel moment ça a dérivé? À quel moment on a échoué? Voilà, c'est la question. À qui on peut rejeter la faute? Parce que j'ai vu des parents qui ont rejeté la faute aux éducateurs. Les éducateurs ont fait pareil, vice-versa. Et aujourd'hui, on se retrouve là-dedans. Je crois que dans plusieurs établissements, même il y a eu des sextapes, il y a des filles qui se dénudent sur Internet, même déjà. Pourquoi aujourd'hui ces phénomènes sont de plus en plus récurrents? L'école, c'est on va dire, c'est comme votre trépied là que vous avez. Voilà. C'est-à-dire que c'est un triangle. C'est une structure qui a trois pattes. Il y a l'élève, il y a la famille, il y a les éducateurs. Alors, pour que le trépied soit équilibré comme le vôtre il faudrait que les trois pieds là soient posés sur une surface plane d'égale horizontalité, d'accord? Que les pieds aient la même longueur, qu'il y ait un équilibre. À partir du moment où un des pieds est défaillant, tout s'écroule. Les parents ont beaucoup de responsabilités. Les parents, nous les parents, beaucoup de responsabilités. Combien de fois les parents regardent, suivent même leurs enfants? Combien de fois? Et c'est dû à quoi selon vous? Parce qu'on court après la vie, on court après des choses, on court après... je sais pas quoi. Avant l'école normale, c'est-à-dire l'école pour les enfants normaux, l'école élémentaire, ce que nous appelons école primaire et maternelle, on allait à l'école à 6 ou 7 ans. Vous voyez, on allait à la CIL. Oui, à ce qui paraît, on allait à la CIL. Ouais. Vous avez 6 ans, on estimait que là-dedans c'était déjà un peu solide. Vous pouviez aller écouter ce que le maître ou la maîtresse allait vous dire. Ce qui veut donc dire qu'avant ça, on était à la maison encadré par la famille. Ça veut dire que à la maison, il y avait quelqu'un. Il y avait peut-être une maman, il y avait quelqu'un. Oui. Mais aujourd'hui, vous regardez, il y a une explosion de crèches garderies. Oui. C'est-à-dire les enfants à 1 an, 2 mois, 4 mois, 5 mois, on vient les laisser là. Pourquoi? Parce que les jeunes parents doivent aussi aller chercher la vie, si on doit parler comme ça. Ça, c'est une raison. Parce que aussi, le jeune parent lui-même est encore peut-être étudiant. Et puis, parce que aussi, ça fait bien que de dire que j'ai mon enfant qui est... Donc, très tôt, l'enfant, il est confié à d'autres personnes. Mais à l'école, Odile, à l'école, on apprend, quand vous venez payer vos frais de scolarité pour votre élève, pour votre enfant, vous payez ça pour que l'enseignant lui apprenne à lire, à écrire, à compter, à résoudre une équation de mathématiques, à comprendre un problème d'informatique et tout. Ça, c'est ce que l'école apprend. D'accord. C'est à la maison. C'est à la maison qu'on apprend à obéir, qu'on apprend à dire s'il te plaît. C'est à la maison qu'on apprend le bien et le mal. Maintenant, malheureusement, tout ça se retrouve sur les épaules de l'enseignant. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Et quand parfois on regarde le salaire des enseignants, c'est d'une tristesse qui donne à pleurer. Pourquoi est-ce que celui-là, il va se décarcasser à
à combler le vide que le parent a laissé. Non, pas forcément. Surtout que, à cause de la difficulté de la vie, peut-être qu'un individu rêvait d'aller à l'école de police, il rêvait d'être diplomate, aller à l'IRIG, il rêvait d'aller à l'ENAM. Il n'a pas pu faire ça. Il se retrouve à l'INIège. Oui. L'INIège, c'est-à-dire que c'est un peu le dépotoir. Donc, il vient à l'INIège. Quand même, vous dites ça à la télé comme ça, c'est le dépotoir. Non, nous sommes là pour dire des choses. Hein, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ça. Vous ne m'avez pas fait venir ici pour vous dire, pour admirer vos rideaux verts. Hein, d'accord? Donc, il se retrouve là-bas. C'est un peu comment on peut dire, malgré lui. Malgré lui, parce que c'est le seul concours qu'il a pu avoir, il ne va pas donner vraiment tout ce qu'il y a. Il y a de très bons enseignants. Ça, je tiens toujours à dire. Nous parlons de ce qui ne va pas. Oui. Ce qui est bon, on ne revient pas là-dessus. C'est bon, tout le monde a vu. Donc, il se retrouve là-dedans. Il le fait parfois peut-être à contre-cœur. Et de plus en plus, ils sont jeunes, les enseignants. De plus en plus, ils sont jeunes. Donc, avec les apprenants, il n'y a même pas cet écart-là. D'accord? Et puis l'apprenant qui est déjà aussi un peu dans l'âge où il commence à regarder les mêmes copines et tout. Donc il y a beaucoup de choses qui... Alors, l'enseignant qui veut quand même faire preuve d'autorité, maladroitement, mais il en fait preuve quand même, on se retrouve parfois à en venir aux mains. Et comme aujourd'hui, on prend des modèles qui viennent d'ailleurs, parce que quand on voit ce qui se passe, les couteaux, on a l'impression d'être à Harlem, dans le bronze, la guerre des gangs. C'est-à-dire que l'enfant, au lieu d'apprêter son sac le soir avec ses ouvrages de mathématiques, de français, de maths, c'est un couteau qu'il met là-dedans. C'est des ciseaux qu'il met là-dedans. C'est des lames. C'est des lames. Alors, la complaisance du système a fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait décrier ici. Autour des établissements scolaires, vous avez des débits de boissons. Là-dedans, on ne contrôle même pas ce qu'on vend. Les enfants ont accès à des stupéfiants parce qu'ils sont sous l'empreinte des stupéfiants. Nos bébés là, nos jeunes là. Quand l'enfant il est complètement drogué, qu'est-ce que vous attendez? Lui, il ne réfléchit pas, il se prend pour Rambo. Vous lui parlez, il vous pique le couteau. Hein? Parce qu'il n'y a plus cette crainte révérencieuse. Il est dans un état second. Ils ont des noms pour désigner ça. Il a le Zuma, il a le Yamo, il a le machin. Parfois, vous avez des élèves, il a une bouteille d'eau comme ça, vous pensez que c'est de l'eau. Mais il a des substances là-dedans. Vous ne pouvez pas savoir. Parfois, la bouteille, elle est même vide. On nous convoque parfois à des séminaires, nous, les responsables de structures comme ça, nous les encadreurs, nous les enseignants, pour qu'on puisse avoir des codes pour pouvoir décrypter ces choses-là. Vous voyez un enfant, il a une bouteille vide. Vide, hein, apparemment, mais il y a quelque chose dedans, donc il va la passer sur son nez comme ça, il sniffe. Alors un enfant comme ça qui est complètement... il ne comprend plus rien, il ne respecte plus l'enseignant, il ne respecte plus personne. Vous lui parlez, vous avez un ton qui ne lui plaît pas, il sort son couteau, il vous fait la peau. Alors, qui est-ce que c'est pas malheureusement Nadine qui va trouver la solution? Il y a des gens qui doivent trouver cette solution, ils le savent, qu'ils trouvent. On va prendre notre message. Maman Nadine Kenge, j'ai une question à vous poser. Celle de savoir, pour nous jeunes qui avons du talent d'écriture, comment faire pour se connaître du monde des écrivains? Surtout moi qui écris maintenant, j'ai ce don, j'écris, mais je ne sais pas comment faire pour me faire connaître. Vraiment, Maman Kenge, Nadine, aidez-nous, surtout nous jeunes. Alors, on va lui donner la même réponse qu'on a donnée au précédent. C'est-à-dire que le ministère de la Culture est en train de mettre en œuvre un système qui va aider à mettre en exergue tous ceux-là qui pensent avoir un talent d'écriture. Donc, qu'ils reviennent, on ne le dira jamais assez, qu'ils viennent au Musée national, c'est-à-dire à l'ancien palais présidentiel, qu'ils viennent à la galerie du pôle des arts littéraires, qu'ils, avec un manuscrit ou pas, qu'il vienne, il va nous trouver là-bas. D'accord. Alors, on ne va pas finir de parler des enseignants sans parler des OTS. Vous en avez entendu parler quand même. Oui. Surtout ceux du secondaire. Il paraît que... Parce qu'il y a même le SNICOM, je ne sais pas si vous connaissez le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres et parents. Donc ça concerne le primaire aussi,
qui justement réclament, justement, ont des revendications aussi, notamment concernant leur prise en charge. Oui, mais ça, ce sont, comme vous avez dit, les contractuels. Ça, c'est ceux qui traitent directement, on va dire, avec comment je peux dire ça, avec le gouvernement. Ouais. Parce que nous, Ah, vous, dans le nous sommes des privé? petites structures privées. D'accord. On se débrouille avec ce qu'on a. On se débrouille vraiment avec ce qu'on a. Mais eux, là, qu'ils aillent voir leur... Non, vous êtes en train de rire à la télé, et pourtant les OTS quand même, ça a pris de l'ampleur. Il y a beaucoup d'enfants qui vont en pâtir aussi, hein, parce qu'il y a des classes d'examen, il y a des jeunes enfants qui doivent composer, il y a les arrêts de cours, il y a beaucoup de problèmes qui... Non, je sais, ouais. je sais qu'on a commencé, je peux me tromper, hein, je sais qu'on a commencé à, comment on dit ça, désintéresser, oui, je pense, du secondaire. Ouais. Maintenant, les instituteurs, honnêtement, je ne peux pas savoir parce que déjà, comme on dit au quartier, nos propres problèmes nous dépassent. D'accord. Nos propres problèmes nous dépassent. Mm. On a les quelques parents qu'on a, les quelques effectifs qu'on a, il faut essayer de tenir. Le 9 mois, c'est long, hein, 10 mois. Et puis après, les vacances, nous, on n'a rien. Ouais. Les 3 mois de vacances, on n'a rien parce qu'il n'y a plus... alors, si on n'a pas géré un sou après un autre, on est bon pour aller mendier. Alors là, je ne sais pas, vous n'avez rien à dire face aux OTS. Quelle est la phrase que vous donnez, le mot que vous donnez peut-être aux enseignants qui sont en train de... Être enseignant, c'est un sacerdoce. Ça, il le savait. Il le savait, donc nous sommes de tout cœur avec eux. Qu'ils essayent de... Je pense même quand on fait la grève, il y a une réglementation. Qu'ils le fassent leur grève en essayant de rester dans... Elle est pacifique, il faut le rappeler. Voilà, c'est déjà bien qu'ils fassent leur grève en essayant de respecter la réglementation en vigueur. Et puis je souhaite que ça se passe bien. Parce que je ne comprends même pas d'ailleurs comment on en arrive là, à être sans salaire, à être sans avantage et tout. Je ne comprends pas. Mais comme je ne suis pas dans les arcanes, dans les couloirs de ceux qui décident, vraiment je peux pas dire grand-chose ici. Hein. Je peux pas dire grand-chose ici. Si pouvoir m'était donné, je distribuerais l'argent comme ça à tout le monde en fonction de ce qu'il a fait. Si pouvoir m'était donné, mais malheureusement, je peux pas. Donc nous compatissons et nous espérons que ça va bientôt trouver une solution. Parce qu'il y a des enfants effectivement qui sont pris entre le marteau et l'enclume. Mais c'est pas pour cette raison que les enfants doivent aller poignarder les enseignants. Ça, personne ne peut justifier ça. D'accord. Alors, on va parler justement de faits de société qui, justement, nous continuent de faire parler de soi. On parle aujourd'hui des influenceuses, on parle de Dubaï. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Des femmes qui vont à Dubaï avoir des pratiques quelque peu conventionnelles aujourd'hui. Et puis, il y a une jeunesse qui est justement friande des influenceuses. Parce qu'on voit des jeunes filles aujourd'hui, quand tu poses la question à une jeune fille, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle te dit carrément, qui a 16-18 ans, je veux être influenceuse comme telle que j'ai vue, qui voyage, qui a de beaux sacs, qui a de beaux habits, qui prend des jets privés. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on est en train de tuer peut-être le mythe des valeurs? Alors, quand vous ouvrez... Moi, je viens de me mettre sur Facebook. Ouais. J'avais même un peu peur mais par la force des choses, je suis là-dedans. Alors, quand vous entrez dans ce réseau-là, vous allez voir que quand des gens publient le plus grand nombre de vues, c'est pas forcément sur des éléments, on va dire, de valeur. C'est sur des choses qui parfois vous demandez ce qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on fait miroiter des choses totalement imbéciles. J'assume ce mot. Des choses totalement imbéciles. Ouais. Alors, les influenceuses, elles influencent quoi? Elles influencent qui? On influence, je comprends pas, on influence quoi? Comment est-ce qu'on peut m'expliquer que une jeune personne, sans diplôme, sans know-how, sans technicité,
sans être issu d'une famille avec née avec une cuillère en or, sans avoir hérité d'une fortune, mais ce sont ces personnes-là. Comment vous faites? Comment est-ce qu'on explique ça? Mais c'est des péripatéticiennes, je ne sais pas si ce mot existe. Et à partir de cet instant, les conséquences qui en découlent, il faut les supporter. Alors, vous êtes là, au Cameroun, vous ne faites rien, vous ne savez rien faire, mais vous pensez que c'est quand vous allez aller en France, en Allemagne, à Dubaï, que vous allez devenir riche par un claquement de doigts. Comment ça s'appelle ça? C'est mon ami Ateba Yene qui disait, c'est pas de la sorcellerie ça, c'est pas de la magie, c'est pas de machin. Alors, la société a choisi donc de mettre sous la lumière ces cas-là. Ces cas-là. On parle de scatophilie. C'est vous les médias. Oui. C'est vous les médias. C'est vous qui les mettez. Donc, quand nous, au quartier, on voit ça, nous qui ne réfléchissons pas, on trouve que c'est ça. C'est là-bas qui est bien. Non. C'est vous les médias. Qui pas forcément les médias. On parle des réseaux sociaux. Il y a des gens qui travaillent. Bon, pas qui. On m'a dit que les vidéos sont, les pages sont monétisées, par exemple, à Facebook. Plus tu fais de vidéos avec des choses, je ne sais pas comment faire, plus tu as de l'argent. Facebook te rémunère par mois. Avec TikTok, je crois aussi Instagram, un truc pareil. Moi, je leur envoie mes poèmes depuis, là, je n'ai pas encore reçu un radis. Peut-être il faudrait que j'aille me dénuder au Carrefour là-bas. Peut-être que c'est là que vous monétisez votre page et vous faites des vidéos un peu osées, des injures, des clashs et tout. Non, peut-être c'est ça les nouvelles valeurs peut-être que la jeunesse essaye de copier quelque part un peu. C'est pour ça que nous qui sommes dans l'encadrement de la petite enfance, nous avons beaucoup de travail. Oui. Nous avons énormément de travail. C'est-à-dire que inculquer, et si les parents nous accompagnent, inculquer aux enfants le sens des vraies valeurs. Le sens des vraies valeurs. C'est de ça qu'il est question pour reprendre la formule de Rigobertson. Encore qui dit c'est de ça qu'il s'agit. Inculquer les vraies valeurs. Et puis quand l'enfant grandit, les vraies valeurs. Mais dans les familles, vous allez voir, je prends un exemple, hein, c'est-à-dire qu'une membre de la famille, une gamine qui a eu son bac, je dis n'importe quoi, un bac C, on la laisse là dans le coin, mais l'autre qui a le sugar daddy, qui la dépose, qui donne un peu d'argent à maman, aux frères et tout, c'est elle qu'on encense. Et après, on vient pleurer. Non, on ne peut pas. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos choses. Ah, selon vous, ce sont les parents qui... Les parents, la société, oui, c'est nous. Le parent, c'est qui? C'est vous, c'est moi. C'est vous, c'est moi, c'est nous. C'est pas le zèbre qui vient de la savane ou je sais pas, le lion qui vient de la forêt. C'est nous. C'est nous. On va dire, ah, vous avez vu, il est fort, hein, il a conçu une maison, il a fait... Vous avez vu, elle est comme ça. C'est nous. Alors, les enfants qui sont fragiles, qui rêvent, qui sont crédules, ils croient en ça. Il faut dire aux gens de travailler. Le travail honnête, le travail noble, ça reste la solution. Faut pas croire, et là je m'adresse aux filles, je m'adresse aux enfants, je m'adresse aux jeunes. Vous allez partir d'ici. Déjà, même pour partir à Dubaï, comment on fait pour partir à Dubaï, pour prendre ce cas-là? Vous allez à pied? Non, vous n'allez pas à pied. Vous prenez un billet d'avion, je pense, j'ose espérer. Le billet d'avion, il coûte combien? Cet argent-là, on peut le mettre dans une activité. On peut le mettre en une activité. Je prends toujours en exemple une femme, une maman, à l'avenue Kennedy, là, je vais citer cette avenue-là. Elle vendait du poisson braisé. Elle vendait du poisson brésilien. Vous voyez l'avenue Kennedy. Vous avez l'avenue Kennedy. Vous avez la banque qui est partie là, la CBC, je pense. Vous avez les bureaux de Orange. Vous aviez en haut la défunte Méridienne Biao. Vous aviez en face... Bref, elle vendait du poisson brisé. Cette maman-là avait son enfant au Canada. Elle payait avec le poisson brisé. Vous voyez. Dans notre bureau... À l'époque, je travaillais là-bas, nous étions, je pense, 18. On lui prenait un poisson, chacun prenait un poisson 1000 francs. Machin. Déjà, dans notre bureau, elle était sûre qu'elle avait ses 18 000 francs. Et puis en bas, elle allait chez Orange, elle allait chez Sicam. Il faut travailler. C'est le travail, mes filles. C'est le travail. Qu'est-ce que vous avez à aller vous faire je n'ose même pas imaginer ça, sinon je vais me mettre à vomir ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, tant que
C'est donc les influenceuses qui vont vous dire d'aller faire ça. Vous irez faire ça. Mais ne venez non pas pleurer. C'est le salaire de quoi? Le salaire du travail qu'on est allé faire, non? Oui. Il faut bosser. Il faut aller au marché de Mokolo. Il faut acheter des cajots de tomates. Vous avez un cachot de tomates de 3 000. Vous le revendez, ça vous fait 6 000 francs. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut aller acheter la friperie, si c'est ça, vous la revendez. Il faut aller... Il y a des gens qui font, vous voyez, ça, des faux ongles comme ça, là. Parce que c'est des faux ongles. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas de vrais ongles. 1000 francs. Oui. Les ongles coûtent 100 francs. Le gars, il vous fait ça, il a 800 francs. Après, il refait. Qu'est-ce que vous avez à aller vous faire chiffonner? Qu'est-ce que vous avez à faire ça? Donc, arrêtez de suivre ces gens qui vous font croire que l'or, tout ce qui brille est or. Non, c'est pas vrai. Allez travailler. Devant vos maisons, mettez des mangues. Il y a des mangues à ce moment. Mettez des mangues. Vous allez vendre des mangues. Vous allez rester digne. Vous allez rester propre. Vous allez rester... Qu'est-ce que vous avez? On vous voit quand même assez ému face à cette situation quand même qui a perduré. Et puis il y a beaucoup d'influenceurs quand même qui essayent de sensibiliser. On a le général Makosso Camille qui est ivoirien, qui en parle depuis 3-4 jours et qui est sidéré même, hein, qui n'arrête pas d'en parler parce qu'il se dit, j'ai des jeunes filles qui ont cet âge, qui pourraient aussi être influencées. Voilà, il demande aux jeunes filles justement de mieux réfléchir et il a parlé comme vous d'aller travailler surtout. Car le travail est la clé du succès, il faut travailler. La clé de la réussite. Bon, Madame Nadine, on va essayer de souffler un peu avec cette rubrique qui est découverte. Alors, sans plus tarder, on va prendre la seconde rubrique. Je t'aime fort. Bonjour, bonjour Nadine, bonjour à tous les téléspectateurs de Info TV, bonjour à Odile Pahaï. Alors Nadine, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Un amour, un cancer, un véritable cancer, une femme au cœur, en diamant. Elle a toujours son feeling même quand elle parle. Nadine, c'est une douceur, c'est une maman, c'est cette mère-là qui ne demande rien en retour lorsqu'elle donne son cœur. Et aussi du côté professionnel, elle écoute beaucoup. Et parfois, il m'arrive de la manœuvrer, ne tenant pas compte que c'est une aînée. Et parfois, c'est quand on se retrouve après le boulot que je deviens la bonne petite sœur. Mais je l'adore. Je pense que c'est ma meilleure rencontre pour les 5 prochaines années. Ça, je peux garantir. Et je te souhaite beaucoup de bonnes choses. En tant que maîtresse, tu as réussi à construire la petite école d'Amélie. Félicitations. Et c'est des enfants très, très intelligents, car très, très bien entretenus. J'ai eu l'occasion de faire un concours de dictée par là-bas. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Travailler avec art. Continuer à travailler, car un jour, on y arrivera. Bisous à toi, ma chère. Ah, Marie Berty, toujours joviale, toujours en train donner des conseils. Alors, que pensez-vous de Marie Berty? Alors, Marie Berty, c'est... Nous avons notre définition au bout du livre pour la qualifier. On dit que c'est 10 hommes en un. 10 hommes en un. Vous voyez l'image? Oui. C'est-à-dire que c'est une boule d'énergie. Elle est téméraire, elle est travailleuse. Elle est déterminée, elle a de la rage de réussir. Et c'est un modèle. Et voilà donc les vraies influenceuses. D'accord. Voilà les vraies influenceuses. Elle n'a pas honte de vous dire qu'elle est partie de rien et à la force de ses biceps, elle a travaillé, elle a travaillé. Parfois, je lui demande... Quand elle est passée ici, elle a dit, j'ai vendu les tomates au marché d'une fondue. Absolument, il n'y a pas de honte à cela. Parfois, je lui demande, mais à quelle heure tu dors, toi? À quelle heure tu dors, toi? Donc, rien ne va nous arriver dans la bouche et on nous demande seulement d'avaler. Il faut travailler, les filles. Moi, je suis d'accord avec elle. J'essaie de faire à mon petit niveau. Le travail, on a dit que le travail est loin de nous, quoi? 3 grands mots. 3 grands mots qui sont le vice, l'ennui, voilà. Et moi, j'ajoute ces derniers temps à la sorcellerie parce que quand vous êtes occupé à travailler,
Vous savez, la sorcellerie, c'est le mot outil quand vous n'arrivez plus à expliquer quoi que ce soit. Parce que ce qui se passe à Dubaï, là, pour moi, c'est de la sorcellerie. Si vous avez pu avoir de quoi acheter un billet d'avion, mais faites un petit commerce. Qu'est-ce que vous avez à aller mourir au désert comme un chien? Qu'est-ce que vous avez à faire ça? Faites un petit commerce, commencez un petit commerce avec 100 000, avec 200 000 francs, et vous évoluez, vous êtes digne et vous êtes en bonne santé. Qu'est-ce que vous avez à aller vous faire malmener comme ça, les filles? C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. On va lire un message. Une tournée à Maman Mélodie à mon nom. Maman Nadine, si mes petits frères pouvaient t'écouter. Donc, c'est les conseils que tu donnes là, certains écoutent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de filles, il y a même des Camerounaises, il y a le témoignage d'une jeune Camerounaise, une ancienne première dauphine qui a subi justement ces traitements quelque part un peu honteux, qui en a parlé, mais à visage caché. Et aujourd'hui, on se rend compte que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus axée sur le matu vu, sur la richesse, sur peut-être les produits de luxe en fait. On ne sait pas d'où ça vient, cet attrait-là, cette convoitise de toujours vouloir avoir ce que les autres ont, peut-être en travail. Ils ne savent pas que peut-être ces femmes ou bien certains de ces hommes ont mis 15, 20 ans à avoir ce qu'ils ont avant de les exhiber comme ça. Quelque part, peut-être ce n'est pas la faute à ces personnes qui peut-être exhibent leur richesse de manière un peu extravagante. C'est pour ça que je dis que nous les parents, nous avons une grande responsabilité. C'est la famille qui éduque. C'est la famille qui éduque. Moi, j'ai été élevée par ma mère qui... et je vais saluer ici le professeur Jean-Emmanuel Pondy qui m'a dit, parce que nous, on rigolait toujours de ma mère en disant, c'est une illettrée, etc. On faisait l'erreur que beaucoup de gens font. Oui. C'est-à-dire qu'on mesure des choses, on mesure des gens de notre contexte en prenant des mesurettes qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire parce que quelqu'un ne s'exprime pas bien en français, pour lui, il faut le mettre au banc de la société. Que nenni. Parce que c'est pas parce qu'elle ne parle pas français qu'elle n'a pas sa valeur intrinsèque. Ma mère, elle n'a pas été à l'école des Blancs, comme on dit, mais je peux dire qu'elle c'était un professeur agrégé de sciences de la vie. C'est-à-dire qu'elle nous a formatés, elle nous a tenus. Aujourd'hui, chez moi, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes. C'est-à-dire que, ayant été surveillés, coachés par cette femme analphabète. Et je remercie vraiment le professeur Jean-Emmanuel, s'il me suit, qui m'a fait réaliser ça. C'est pas parce qu'on n'a pas ce langage-là qui vient d'ailleurs. Il a pris un exemple qui est très parlant là-dessus. Les Chinois aujourd'hui, on ne va pas dire qu'ils sont analphabètes parce qu'ils s'expriment en chinois. C'est l'une des meilleures puissances au monde aujourd'hui. D'accord? Donc, par ça, j'ai su que non. J'ai découvert ça. Et puis, toujours par les propos du professeur Jean-Emmanuel, j'ai appris que ma mère, que nous pensions être la dernière des dernières, mais non, pas du tout. Il faut la mettre au panthéon des savants. Et je profite parce que je n'ai pas eu l'occasion dernièrement avec le professeur Jean-Emmanuel, qui est venu assister à une dédicace, à ma dédicace avec deux autres auteurs. J'avais pas eu le temps de lui dire que, professeur Jean-Emmanuel, vous êtes avec quelques autres enseignants, par ces temps moroses où des esprits chagrins pensent que l'enseignant est devenu la risée, vous êtes ceux-là qui nous font encore croire à la noblesse de cette profession. Et nous sommes heureux, je suis heureuse, professeur, que vous soyez toujours le magistère et moi votre apprenante. Merci Odile de m'avoir permis cette parenthèse-là. Bon, il y a un autre message. Je suis impressionnée par votre raisonnement, surtout concernant l'éducation des enfants. Esther de Colbison. Voilà, beaucoup de gens vous suivent et puis ils sont très impressionnés. Mais on va continuer avec la vidéo suivante. Alors, Nadine Kenge, c'est une amie. C'est une grande sœur. Nadine, c'est un rayon de soleil. Elle met de la joie partout autour d'elle. Elle ne supporte pas l'injustice. C'est celle qui se lève spontanément pour les causes des autres. Elle n'a pas besoin de vous connaître pour vous défendre. J'ai surtout été marquée par sa grandeur d'âme parce que autant elle est belle de l'extérieur, c'est ma Néfertiti à moi, autant elle est belle de l'intérieur.
Elle est si belle, elle est généreuse, elle est intelligente, elle est dévouée, elle est compatissante. Avec Nadine, on ne s'ennuie pas parce qu'elle aime bien les fous rires et surtout elle aime se moquer d'elle-même. J'aime beaucoup sa plume et je bénis le ciel tout le temps de l'avoir mis sur mon chemin. C'est un ange, mais alors un ange aux ailes brisées. À toi Nadine, je voudrais te dire, moi, Fleur, je t'aime beaucoup et je sais qu'on fera plein de belles choses ensemble. Et quand l'émission sera terminée, il y a un filet de mangue qui t'attend. Bisous ma chérie, je t'aime. Là, elle parle d'un filet de mangue qui t'attend. C'est quoi, vous êtes friande de mangue? Oui, ça, les mangues, c'est mon fruit préféré. Ok. Là, on a votre amie de longue date, Madame Baha, qui parle de vous comme étant une boule d'énergie, de chaleur, de gentillesse, d'amour. Oui, ça vous fait quoi d'entendre tout ça de votre amie? C'est une surprise et je suis émue. Moi, il ne faut pas trop que je sois émue parce qu'après j'ai les oreilles qui deviennent couleur. Ben, c'est la vie, hein. Il faut bien qu'il y ait des gens qui vous apprécient déjà à votre juste valeur. On sait que vous faites beaucoup de choses, beaucoup plus pour la jeunesse et puis avec vos livres que vous éclairez, vous écrivez, vous éclairez un peu la société. Mais là, on va prendre maintenant la dernière vidéo avant de passer à la dernière rubrique. Alors, s'il faudrait parler de Nadine, vraiment, il faudrait écrire tout un livre. C'est quelqu'un qui est très pur, hein, un véritable diamant. Hein, c'est le mot qu'il faut utiliser. C'est quelqu'un qui a gardé la naïveté d'un enfant. Elle a la sensibilité qu'on retrouve d'ailleurs dans ses livres. Et avec le temps, elle a mûri. Hein, c'est quelqu'un qui est très actif. On ne peut pas le savoir, mais elle se lève à 6 heures du matin, va au sport, revient à la maison pour s'apprêter à aller dans son école, termine là-bas. Ensuite, elle est dans ses livres avec ses éditeurs, ses copines. À la maison, c'est vraiment la dame à tout faire. Hein. Elle bosse. Heureusement d'ailleurs, parce que tout le monde ne fait pas ça. Vivre avec elle, c'est une formidable aventure. Je pense que si jamais elle voit cette vidéo, qu'elle se dise qu'il y a des gens autour d'elle qui l'aiment et qui ne cesseront jamais de l'aimer. Voilà. Alors, on a votre époux là qui vous a surpris avec cette vidéo. Ah oui, ça je suis scotchée. Hein? Je suis scotchée. Ah, vous avez une âme d'enfant, à ce qui paraît. Oui, j'ai gardé ça. J'ai gardé. Je trouve que les enfants, ils sont magiques. Je suis restée là-dedans. Oh. Je suis restée là-dedans. Bah, ça vous fait quoi toujours d'entendre ça des proches de vous, vous qualifier un peu Je pense qu'ils disent ce que je... Parfois, je me demande, oh, ma vieille, à quel moment tu vas vieillir, vraiment. Mais on me dit, non, il faut rester comme ça. C'est ma nature. C'est ma nature. Ouais, aujourd'hui on a parlé de vous de fond à large. Voilà. Je vous sens un peu ému là. Il n'y a pas de mots là. Voilà, juste un peu ému. Surtout que donc, eux, ils savaient que je passais là et moi je ne savais pas qu'ils avaient fait des vidéos de moi. Ouais, c'était ça la surprise en fait. Hein. Merci. Donc, on va prendre maintenant la dernière rubrique avant de partir. Alors, comme je vous disais, c'est la dernière rubrique avant qu'on ne se sépare. La rubrique s'appelle Quiz. En fait, on vous pose des questions, notamment qui concernent l'actualité de la société, ce qui s'est passé au Cameroun, entre autres, et même dans le monde peut-être. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la protection des femmes, des enfants. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez des femmes qui sont violentées par leur mari, leurs époux? Une gifle, ça peut arriver. Une gifle, ça peut arriver. C'est la deuxième gifle qui est la gifle de trop, je pense. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à mourir des suites des coups de son conjoint? Ouais.
quand ce n'est pas un accident, parce qu'un accident, c'est un accident, on n'a pas prévu, je suis un peu excédée, je lève le bras comme ça, tu glisses, tu te cognes la nuque et c'est fini. Mais quand c'est un travail prémédité, un travail de longue haleine, un travail permanent, constant, je dis que les femmes sont des suicidaires. Les femmes sont des Ce suicidaires. n'est pas au nom de l'amour, peut-être C'est quel amour? C'est du sado, comment on appelle ça? Du sado-masochisme? Non, ça ne devrait pas... Parce qu'il y a une grande campagne qui actuellement est lancée justement pour lutter contre ce phénomène de femmes battues. Au Nigeria, ça a déjà commencé. C'est vrai qu'avec le chantre qui est décédé il y a quelques temps, il y a justement plusieurs associations de femmes qui se sont lancées dans cette campagne pour essayer de faire parler les femmes, pour dire voilà, stop, il faut arrêter. Au premier coup, déjà, il faut dire stop et puis avertir tout le monde, son entourage, les voisins, le gouvernement, entre autres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le côté culturel qui domine plus ethnicité, parce qu'on va dire en culture, dans certaines familles, quand tu es femme battue, il faut supporter car c'est ton mari, c'est le mariage, il faut supporter, il y a les enfants et tout. Non, c'est pas une question, à mon humble avis, de culture. Hein. Chez les autres, là-bas aussi, ça se fait. Il y a tout part, encore une fois de plus, à mon humble avis, ça c'est mon avis, de la famille. Comment nous, les parents, nous éduquons nos enfants. Parce que dans nos propres familles, nous sommes les premiers artisans de cette différenciation-là. D'accord? Toi, la petite fille, tu subis, tu dis rien, tu obéis, tu es docile. Le petit garçon, c'est le petit roi de la maison. Nous-mêmes, déjà, les parents, nous commençons à faire ça. Ce qui fait que nous... Donc, vous pensez que ce sont les divisions familiales, les décisions qu'on prend en famille? L'adulte, c'est l'enfant d'aujourd'hui. L'adulte de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. Si déjà à la maison, si j'ai des enfants de sexe différent et que la petite fille, je lui apprends, moi, le parent, non, tu te tais, ton rêve, a dit que ta meilleure expression de vie, c'est de trouver un mari, etc., etc. Donc, tout revient à l'éducation, tout revient au travail, tout revient à la mise en... Comment c'est Adèle Barra qui a les mots pour trouver ça. Ma copine qui vient de parler là. Tout revient à la prise de confiance. C'est-à-dire quand on est sûr de soi. Donc il faut que les femmes soient sûres d'elles. Il faut que les femmes travaillent. Que les femmes sachent qu'elles sont dans une union parce que pas en termes d'égalité, pas de fight against your husband. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en complémentarité. D'accord? Quand je viens là en tant que... Parce que si le type, il m'a acheté. Parce qu'il m'a acheté, quand j'avais 17 ans, il m'a offert des choses, Je viens là un peu comme mon sac que j'ai apporté. Au moment où il n'en veut plus, il s'en débarrasse. Mais si je viens là en tant qu'un être à part entière, je suis sûre de ce que je vaux. Je suis un individu équilibré là-dedans. Et je suis assez équilibré pour savoir que mon conjoint en face aussi est équilibré. Je suis assez équilibré pour savoir que mon conjoint en face, il a des problèmes. Parce que les hommes qui tabassent leur conjoint, qui les tuent, parfois c'est des malades. À moi de savoir donc, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Mais je ne peux pas le savoir si moi-même je suis un être qui ne me prend pas en main moi-même. Si je suis quelque chose qu'on doit trimballer comme ça. À nous de donner aux enfants, à la base, cette confiance en eux, aux filles comme aux garçons. Oh, mademoiselle, tu n'es pas là comme un pot de fleurs parce que tu vas te faire entretenir par l'autre. Tu dois travailler. Moi, je ramène toujours tout au travail. Oh, jeune homme, tu n'es pas là pour... C'est pas ton tambour. Vous voyez? Une espèce d'équilibre comme ça, dès la base. Et on grandit là-dedans. Moi, je peux même pas imaginer qu'un monsieur tabasse ma fille. Mais c'est mon nom qui va sortir dans les journaux parce que moi, je vais aller le couper à la tronçonneuse. D'accord. Mais j'ai pas de fille. Alors aujourd'hui, d'accord. Aujourd'hui, on parle beaucoup de couples peut-être qui n'arrivent pas à avoir procréé, d'avoir d'enfants. Que pensez-vous de l'adoption? Elle a un corps de rêve. Une peau satinée. Tissée, on dirait au fil de soie. Elle m'a regardée. Elle m'a souri. Et elle m'a emprisonnée à jamais
dans l'écrin fluide de ses grands yeux noirs. Elle me fascine. Elle ne me voit pas, elle ne sait pas que j'existe, elle ne me voit même pas. Elle a tiré sur moi à bout portant. Elle, la fille d'une autre mère. Je suis fan d'elle. Ça, c'est un extrait d'un poème que j'ai écrit et qui s'appelle L'adoption. Oui. Il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que ça. C'est-à-dire pouvoir aimer un enfant qui n'est pas sorti de nos entrailles. C'est la preuve d'amour par excellence. Alors, si le hasard de la vie a fait qu'on ne puisse pas en avoir qui sortent de nos tripes, il y a des enfants à adopter. Ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant, qu'on a porté un enfant dans son sein 9 mois, que ça fait de nous une mère. Hein? Sinon, on n'aurait pas les enfants abandonnés. Sinon, on n'aurait pas les infanticides. Donc, que les gens arrêtent de se museler, d'être malheureux soi-même. Alors, il y a beaucoup d'enfants abandonnés. Moi, je suis bénévole dans les orphelinats. D'accord. L'adoption, pour moi, c'est ça, c'est la solution. Malheureusement, je ne peux pas en adopter parce que j'ai les miens propres, c'est ce qu'ils disent. Voilà encore une aberration. D'accord. Mais j'ai une petite fille là dont je suis raide dingue. Elle a, vous voyez, quand le bébé vient de naître là, elle vous fait un sourire, il n'y a pas de dents. Je l'ai appelée sans quenotte. Ça, c'est la fille de mes rêves. D'accord. Alors, que pensez-vous des femmes en politique aujourd'hui? On voit de plus en plus de femmes s'intéresser à la politique, mais elles ne veulent pas réellement faire le premier pas. Bon, elles ont le droit d'y aller. Hein. Il n'y a pas de plus en plus ou de moins en moins. Il y a des boulots dits réservés aux hommes et tout. Quand il n'est pas question de force physique, si les femmes sont... Tout est une question de conviction en une chose. Si vous croyez en cela, il ne faut pas aller faire de la politique juste pour crier dans les carrefours. Si vous avez l'intime conviction, si vous avez la croyance en certains idéaux, il faut le faire. Moi, je ne vois pas pourquoi une femme ne ferait pas de politique. Alors, parlez-nous de xénophobie aujourd'hui. On voit beaucoup de xénophobie, de racisme dans le monde. On pensait qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Mais pourtant, elle est toujours présente. Elle est moins dangereuse que le tribalisme. Oui. Parce que c'est bien beau d'aller crier haut et fort, xénophobie, xénophobie, xénophobie. Nous sommes nous-mêmes déjà xénophobes dans nos microcosmes. Hein? Nous-mêmes déjà. Oh, c'est une Bamileke, c'est une Eondo, c'est une Douala. Non, vraiment, les Yambasaïs sont comme ça, les Manguissa. Avant d'aller voir la poutre, la brindille qui est dans l'œil d'autrui, regardons déjà ce que nous... C'est que nous n'aimons pas autrui. C'est de ça qu'il est question. Oui. Nous n'aimons pas autrui, tout simplement. Nous jugeons au délit de l'ethnie, Oui. de la tribu. Ah, c'est vraiment les Bamendala, vraiment à longueur de journée, on entend des choses comme ça. La xénophobie, c'est le tribalisme qui a seulement traversé les frontières, malheureusement. Et vous voyez donc que tout ceci est là parce qu'il n'y a pas d'amour. Vous voyez que nous retombons sur mon menu préféré. Oui. Aimons-nous les uns les autres. C'est un rêve, mais moi je suis une grande rêveuse. Je pense que, comme Martin Luther King, qui n'avait pas le monopole du sommeil, donc il n'avait pas le monopole du rêve, moi je rêve que quand on va commencer à distribuer de l'amour, vous voyez, à l'éparpiller, comme des pétales de rose, il y a beaucoup de choses dont on ne parlera plus. Il faut le rappeler, ce monde a été conçu par des rêveurs. Hein. Oui. Les bâtisseurs ont toujours été de grands rêveurs. Oui, alors, la dernière question, on parle aujourd'hui de ce phénomène de tontine. Je ne sais pas si vous en faites des réunions tontine. Il y a des taxes qui sont proposées par le gouvernement, qui seront proposées prochainement. Je ne sais pas si elles sont déjà en vigueur, notamment concernant les tontines, les réunions de femmes, d'hommes qui se réunissent. Voilà, que pensez-vous de ces taxes qui sont... L'État, il est dans son rôle. Hein? Il est dans son rôle, il fait ce qu'il veut. Pour parler comme au quartier, qui le peut. il est dans son rôle. Mais seulement, nous craignons que, par cette manière de faire,
par cette manière de faire que beaucoup de tontines, ou oui, beaucoup de tontines, n'aillent plus dans les institutions bancaires déposer leurs argent. Et donc, ça va faire beaucoup d'argent comme ça qui échappera aux méandres. Hein, vous voyez, je ne suis pas une économie, mais ça va faire beaucoup d'argent qu'on ne verra plus dans le circuit bancaire. On va le garder sous les oreillers, on va le garder dans les maisons, au bureau, en espérant qu'il n'y aura pas d'incendie ou qu'il n'y aura pas de souris. D'accord. Donc, selon vous, vous laissez l'État faire son travail? Non, c'est-à-dire, on ne laisse pas. Déjà, quand l'État il fait son travail, il ne vient pas me demander mon avis. Vous êtes dans une tontine quand même, non? Oui, dans Ben 2 voilà. ou 3. Mais imaginez qu'on vous demande de payer les taxes sur ce que vous versez par Non, semaine. on ne va pas payer. C'est pour ça que je dis donc que, comme l'État ne va pas venir arracher ça dans mon sac, moi je vais le garder dans ma maison, peut-être sous le matelas ou sous, je dis pas, n'importe, je vais creuser le sol, je vais mettre dans une boîte. On va faire des choses primates comme ça. Parce que on ne peut pas aller à l'encontre du grand décideur. C'est lui le décideur. C'est lui le décideur. Mais il ne peut avoir main mise que sur les choses qui passent sous son contrôle. D'accord. Alors, comme on ne va non plus aller mettre ses argent dans les banques que lui a permis, dont lui il a permis l'existence, il ne pourra donc pas avoir connaissance de ces innombrables masses d'argent qui vont échapper à son contrôle. D'accord. Donc on va revenir à la thésaurisation brutale de nos parents. Voilà, Madame Nadine Kenge a trahi le secret. Les banques, je suis désolée, les tontines vont maintenant faire non, on va garder table à la rase maison. des banques. Hein. Alors, avant de partir, déjà, c'est une tradition ici. Quel conseil donnerez-vous aux femmes? C'est vrai qu'on a parlé de jeunes filles, d'éducation, aux femmes, aux jeunes filles qui veulent peut-être s'adonner aux pratiques faciles. Quel conseil donnerez-vous aussi aux femmes qui veulent entreprendre, qui veulent se démarquer dans la société, qui veulent justement se sortir des boisseaux, devenir quelqu'un? Face à la caméra, à Info TV, dites-nous quel est le conseil que Madame Nadine Kenge peut donner aux femmes camerounaises, africaines même, parce que nous sommes sur satellite, on est vu dans plusieurs pays, pour sortir justement de ce prisme de femmes peut-être entretenues, ce prisme de femmes qui veulent ressembler aux influenceuses entre parenthèses. Alors, quand vous vous adressez à tous ceux qui ont réussi, ils vous diront que leur réussite d'aujourd'hui est le résultat d'un long processus. Ouais. Ils ont échoué plusieurs fois. Ils sont tombés. Ils se sont relevés. Pour dire quoi? Pour dire qu'on ne se lève pas un matin, on devient milliardaire. C'est vraiment un travail de fourmi, au jour le jour. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, mes filles, mes sœurs, mes copines, de retrousser les manches et d'aller au front. Il faut se mettre en position du boxeur et d'aller au front. Moi, chez moi, mon petit nom, c'est Francis Nganou. Je n'ai pas la force physique, mais j'ai une détermination qu'on ne peut pas imaginer. Il ne faut pas s'attendre à avoir un capital de quoi? De 10 millions, de 5 millions. Commencez petit. On peut tout faire à tous les niveaux. Vous avez 100 000 francs, commencez avec 100 000 francs. Vous avez 50 000 francs, commencez avec. Et puis réfléchissez avec le cerveau. Ça, c'est une expression que nous utilisons dans notre petite école. On réfléchit avec quoi? Le cerveau. Moi, je ne crois pas en l'émergence par le sexe. Je ne crois pas en l'émergence par les pratiques honteuses. Tout ce que vous allez récolter là-dedans, c'est des maladies qu'on ne peut même pas soigner, je pense. C'est un dégoût de vous-même. C'est tout sauf ce qui peut vous honorer. Allez travailler. Regardez ces femmes au marché pour qui j'ai un énorme respect. Ces femmes qui nous font manger. Ces femmes chez qui on achète des fruits, on achète des légumes, on achète ceci, on achète cela. Qui font des petites tontines. On a parlé de tontines au jour le jour. Si vous faites une économie de 1000 francs chaque jour, au bout du mois, vous avez 30 000 francs. Vous faites une économie de 2000. Si vous faites une économie de 5000, vous avez ceci. Vous pouvez louer une petite maison. Vous pouvez, apprenez à vous prendre en main, vous-même. Il y a tellement de fierté à gagner son propre argent. Et même si quelqu'un peut vous aider, il sera galvanisé en voyant que vous-même, vous avez fait des efforts. Il n'y a rien de plus énervant que d'aider
les feignasses. Il n'y a rien de plus énervant que d'être le feignant. Il n'y a rien de plus énervant. Donc les filles, moi je vous exhorte, mettez-vous au travail. Chacun a toujours un talent. Si vous savez faire des tresses, faites des tresses. Si vous savez faire des beignets, faites des beignets. Une petite anecdote, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Quand il y a eu le confinement, on était tous à la maison là. Moi, j'ai appris à faire des beignets. Parce que le pain avait été mangé, le pain de la semaine avait été mangé en une journée, je pense, quelque chose comme ça. J'ai appris à faire des beignets. C'était économique. C'était pour ma famille. Allez apprendre à faire des beignets. Allez apprendre à faire des tresses. Prenez un téléphone. Prenez un téléphone, vous faites le code. Tout à l'heure, là au marché, on m'a dit, vous faites un code, ça vous donne 45 000 francs, ça vous donne 45 000 francs de crédit. Mettez-vous quelque part, faites le call box. Quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, on trouve des solutions et on se fait donc malmener par les chiens, par toutes les autres choses dont la seule évocation me donne la nausée ici. Merci, c'était quand même assez édifiant. Merci d'être passée chez nous, Madame Nadine Kenge. C'est moi qui vous remercie. Oui, alors quel projet avec les Fous du Livre? Beaucoup de projets. Alors là, nous allons au Gabon, là, dans quelques jours, pour le Festival du Livre du Gabon. Nous devons y apporter des bébés. Donc, on a sous la main 3 recueils. Nous sommes en train de mettre sur pied. Et par tes écrits, ça s'appelle. Il y a le Et si je t'aime, là. Et puis, il y a un autre dont le nom m'échappe un peu. Nous écrivons. D'accord. Nous sommes des fous. D'accord, des Fous du Livre. On espère que tous les téléspectateurs qui ont demandé à savoir où se trouvait le pôle des arts littéraires iront au Musée national, l'ancien palais présidentiel, qui se trouve en plein centre-ville à côté du ministère de la Santé. Demandez juste au taximan, il vous amènera là-bas et puis vous vous renseignez. Vous trouverez tous les renseignements requis. Alors, Absolument. merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi Talent de Femme. J'espère que vous avez été édifiés par cette dame qui nous a apporté un peu de son savoir, de son humour même et sa bonne humeur sur le plateau. Et puis, on espère que vous serez toujours scotchés la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec une nouvelle invitée. Les femmes aujourd'hui, vous savez, c'est l'avenir de demain. Ne laissez pas tomber justement les conseils que les femmes, les mamans vous donnent aujourd'hui, car l'éducation est la mère de toutes choses. Alors, passez un bon week-end. On dit merci à Ben Val, son réalisateur, à la supervision générale de Genevin. Portez-vous bien et surtout, soyez sages.